Bonjour, mes chers élèves, vous qui êtes assis devant votre petit écran et qui êtes en train de regarder le programme de cours à distance. Bonjour, mes chers élèves, vous qui êtes au niveau du monde rural et qui écoutez la radio. Bonjour, mes chers téléspectateurs. Nous sommes toujours dans le programme de cours à distance. Et aujourd'hui, vous avez M. Soumaïla H. Maïga, enseignant au CAP de Sebeninkoro, qui va vous présenter une leçon toujours sur la chimie minérale. Et cette leçon-là est intitulée le zinc. Le zinc est un métal qui a une masse atomique qui est égale à 65 grammes par mol et qui a une valence qui est égale à 2. D'entrée en jeu, nous allons vous présenter le plan de la leçon. En grand 1, nous allons voir l'état naturel du zinc. En grand 2, nous allons voir les propriétés physiques et mécaniques du zinc. En grand 3, nous allons voir les propriétés chimiques du zinc. Et en grand 4, nous allons voir l'usage du zinc. Et en dernier lieu, nous allons voir les alliages du zinc. Toute leçon que nous présentons est présentée avec des objectifs pour lesquels on exécute la leçon. Alors les objectifs de cette leçon-là, qui est le zinc, sont les suivants. Premièrement, chacun des élèves doit être capable de dégager l'état naturel du zinc, de citer les propriétés physiques et mécaniques du zinc, de citer et de caractériser les propriétés chimiques du zinc, de citer l'usage du zinc et de citer quelques alliages du zinc. Venons à l'état naturel du zinc. Le zinc se rencontre dans la nature à l'état combiné. Ça veut dire sous forme associée. Et les minéraux les plus importants du zinc sont le sulfure de zinc, qu'on appelle la blende. Sulfure de zinc appelé blende, ZNS. Et les minéraux de zinc les plus convoités sont les minéraux de zinc carbonatés et silicatés. Et les minéraux de zinc carbonatés et silicatés sont appelés calamines. Et parmi ces minéraux de zinc carbonatés, on peut citer le carbonate de zinc qui est le ZnCO3. Les minéraux de zinc sont plus abondants dans certains pays à travers le monde, tels que par exemple l'Allemagne, les États-Unis. Et en Afrique, on peut les rencontrer au Zaïre et surtout dans la zone du Kanyaga. On les rencontre aussi au Zimbabwe. On les rencontre aussi en Afrique du Sud. On les rencontre au Maroc et en Algérie. Venons aux propriétés physiques et mécaniques du fer. Nous commençons d'abord par l'aspect du zinc. Quelle est la couleur du zinc? Comment le zinc se présente? Alors le zinc est un métal blanc qui a un aspect légèrement bleuâtre. Quand nous venons par exemple aux propriétés chimiques, ça vient après, mais nous sommes d'abord aux propriétés physiques. Le zinc est un métal assez dense qui a une masse volumique de 7130 kg par mètre cube et sa densité est de 7,13. La propriété physique la plus remarquable est la volatilité. Donc le zinc est un métal très volatile qui peut s'épandre, qui peut être épandu dans l'espace lorsqu'il est porté à une certaine température. Le zinc a une température de fusion
qui est de 419 degrés Celsius. Ça veut dire, lorsqu'on chauffe le zinc jusqu'à 419 degrés Celsius, le zinc arrive à fondre. Après la fusion, le zinc peut aussi rentrer en ébullition lorsque la température est élevée, lorsque cette température atteint 906 degrés Celsius sous la pression normale. À une température modérée, il est capable de se transformer sous forme de vapeur. Nous avons dit tout de suite que le zinc, porté à une température de 906 degrés Celsius, rentre en ébullition. Et au cours de cette ébullition-là, le zinc peut se transformer en vapeur. La condensation de vapeur, de cette vapeur-là, lorsqu'on refroidit la vapeur, on obtient en ce moment le métal qui est pur. Propriétés mécaniques. Les propriétés mécaniques du zinc sont très médiocres. Et ces propriétés mécaniques se répartissent comme suit. Le zinc est un métal qui est peu tenace. Il est peu malléable. Ça veut dire que pour le travailler, il est difficile de le travailler. Sauf lorsqu'il atteint une température de 150 degrés à 180 degrés Celsius où il devient laminable. Ça veut dire qu'on peut le transformer ou le travailler avec une lime. Cette propriété de laminage est utilisée dans la fabrication des plaques ou des feuilles de zinc. Arrivons maintenant aux propriétés chimiques du zinc. En parlant des propriétés chimiques du zinc, nous allons d'abord parler de l'action du dioxygène, de la combustion, l'action de l'oxygène sur le zinc. Et cette action de l'oxygène sur le zinc se présente de différentes manières. D'abord, l'action de l'air sec sur le zinc. À température ordinaire, on a dit l'air sec est pratiquement sans action sur le zinc. C'est pourquoi, lorsqu'on a de la grenaille de zinc, cette grenaille de zinc peut être conservée dans un récipient qu'on appelle un bocal qui est fermé à l'abri de l'air. Action de l'air chaud. Nous avons dit tout de suite que l'air sec n'a aucune action sur le zinc. Mais l'air chaud a une action sur le zinc. À l'air chaud, le zinc est facilement oxydé. Et nous avons dit que l'oxydation, c'est quoi? C'est la fixation d'atomes d'oxygène sur un corps simple ou composé. Et le zinc à chaud est facilement oxydé, capte des atomes d'oxygène. Et la combustion qui se produit en ce moment est une combustion très violente. Et le métal qui est obtenu et divisé est fourni de l'oxyde de zinc qu'on appelle le ZNO. L'équation est la suivante. Zn plus O2 nous donne ZNO plus de la chaleur. Et parce que nous sommes dans une combustion, et nous avons dit, on parle de combustion lorsqu'un corps brûle de l'air ou de l'oxygène. Et lorsqu'un corps brûle, il y a tout bonnement un dégagement de chaleur. Ce que nous venons de dire tout de suite là est illustré par un dessin ici qui nous montre comment le zinc est en combustion. Comment le zinc fixe les atomes d'oxygène. Donc nous avons fait ici un montage avec un récipient. En bas ici, vous avez un foyer à gaz qui permet de chauffer l'ensemble de la grenade de zinc qui se trouve à l'intérieur d'un récipient ici. Et le récipient contient ici de la grenaille de zinc. Et cette grenaille de zinc, lorsque elle est chauffée, il y aura formation de l'oxyde de zinc. Et vous voyez ici avec la flèche, cela veut dire que vous avez seulement de l'oxygène qui arrive à travers la flèche
pour permettre à la combustion de se réaliser et pour permettre à l'action de l'oxygène sur le zinc de se produire. Et la finalité que nous avons obtenue à ce niveau-là, c'est l'oxyde de zinc, le Zn, le ZnO. Nous avons parlé de l'action de l'air sec, nous avons parlé de l'action de l'air chaud, et maintenant nous venons à l'action de l'air humide. À l'air humide, lorsque nous prenons une tôle de zinc qu'on expose à l'air humide, cette tôle de zinc se recouvre d'une couche grisâtre d'hydrocarbonate de zinc. Et l'hydrocarbonate de zinc est une association de carbonate de zinc, le ZnCO3, de l'hydroxyde de zinc et de l'oxyde de zinc, le ZnO. Cette couche d'hydrocarbonate de zinc est une couche qui est insoluble dans l'eau et qui protège le métal contre l'altération, contre la corrosion, permet au zinc d'être protégé, de ne pas être altéré, de ne pas se gâter de façon profonde. Et la formation de l'hydrocarbonate de zinc est due à quoi? C'est dû tout simplement à une action combinée entre le dioxygène, entre le dioxyde de carbone qu'on appelle encore le gaz carbonique, la vapeur d'eau, qui sont tous contenus dans l'air. Et c'est cet ensemble-là, c'est cette combinaison-là qui vous donne l'hydrocarbonate de zinc. Le zinc ternit à l'air, mais il ne se corde pas assez. On peut donc l'utiliser dans la protection et la réalisation des toitures. Le zinc est aussi utilisé pour la protection des autres métaux tels que le fer galvanisé. Dans la leçon du zinc, nous avons vu que le zinc sert à la protection. Et dans la leçon du fer, nous avons dit que le zinc peut permettre de protéger le fer. Et c'est pourquoi ici on parle de fer galvanisé. C'est tout simplement le fer qui est recouvert par du zinc, de la peinture de zinc. Et réduction du dichlore. De la poudre de zinc suffisamment chauffée continue de brûler dans un flacon de dichlore en donnant du chlorure de zinc. Et le chlorure de zinc, c'est le ZnCl2. L'équation qui illustre ce que nous avons dit, l'action de la poudre de zinc sur le chlore. Ici, vous avez le Zn qui est le zinc, auquel on associe le dichlore, et cela va nous donner le chlorure de zinc, le ZnCl2. Pour illustrer ce que nous avons dit, nous avons fait un petit schéma pour illustrer ce qui a été dit ici. Le schéma est le suivant. Nous avons d'abord ici un récipient que nous avons pris, et dans le récipient, nous avons mis de la poudre de zinc. Et à côté, nous avons tout simplement un bocal ou bien une bouteille, un récipient, à l'intérieur de laquelle on a mis le premier récipient qui contient de la poudre de zinc, et à l'intérieur du flacon, nous avons du dichlore. La poudre de zinc combinée au dichlore va réagir. Il y aura une réaction entre cet ensemble, poudre de zinc et dichlore, et il y aura formation de fumée blanche à l'intérieur, ici, à l'intérieur du flacon. Et c'est la poudre blanche-là qui est à l'intérieur du flacon qui est appelée le chlorure de zinc. Et réduction du soufre par le zinc. Un mélange de soufre et de zinc en poudre brûle avec vivacité si la combustion est amorcée à l'aide d'un ruban de magnésium. Il y a projection de particules incandescentes de sulfure de zinc, le ZNS, que nous avons appelé plus haut
la blende. L'équation est la suivante. Zn plus S donne ZnS, le sulfure de zinc. Ici, le zinc a la valence 2 et le soufre a aussi la valence 2. Et c'est pourquoi vous voyez ici, dans la formule qui est là, le ZnS, il n'y a pas d'indice. Parce qu'il y a neutralisation entre les deux valences. La valence du zinc et la valence du soufre. Pour nous donner le sulfure de zinc que nous avons appelé plus haut la blende. Là aussi, nous avons un schéma qui illustre ce que nous avons dit un peu plus haut. Et le schéma est le suivant. Nous avons dit pour amorcer cette réaction, il faut utiliser un ruban de magnésium. Et c'est le ruban de magnésium ici qui est utilisé. Le ruban de magnésium est là et il est utilisé pour l'amorce de la réaction entre le zinc et le soufre. Et ici, vous avez un mélange, dans le récipient, vous avez un mélange de zinc et de soufre. Et le ruban de magnésium ici sert tout simplement de catalyseur pour permettre à la réaction de ce réa-là, à la réaction de se réaliser. Au bout ici, vous avez une allumette, un brin d'allumette qui est allumé, et tout simplement pour pouvoir déduire ce qui va se passer et dire quelle est la nature du gaz qui va se dégager. Cette même illustration est là. L'ensemble poudre de zinc plus le soufre porté à incandescence, ici, il y aura la formation ici du sulfure de zinc. Donc le même schéma qui est produit à ce niveau-là, c'est le même schéma qui est illustré ici pour que les gens puissent bien comprendre comment se réalise cette réaction. Donc la fumée blanche qui est en train de se dégager ici, dans la sommation entre le zinc et le soufre, dans l'addition entre le zinc et le soufre, cette poudre blanche-là, c'est ce qu'on appelle le sulfure de zinc. Donc, ce sulfure de zinc-là est produit après une vive incandescence. Et réduction de la vapeur d'eau par le zinc. À température élevée, le zinc réagit vivement avec la vapeur d'eau. Il se forme de l'oxyde de zinc et il se dégage du dihydrogène. L'équation est la suivante. H2O plus Zn nous donne ZnO qui est l'oxyde de zinc plus un dégagement de dihydrogène. Si nous venons ici à la réaction, nous avons dit que le zinc a la valence 2 et l'oxygène aussi a la valence 2. Les deux associés vont nous donner les ZnO parce que toujours il y aura neutralisation entre les valences. Zinc avec sa valence 2 et l'oxygène avec sa valence 2, ça nous donne ZnO et le dégagement d'hydrogène. Alors, ce que nous avons dit plus haut est illustré par le schéma ici. Là, nous avons un ballon qui est le premier montage. En bas ici, vous avez un foyer à gaz qui sert d'élément combustible et vous avez un tube à dégagement ici qui relie ce ballon-là à une cuve à eau. Et sur la cuve à eau, vous avez une éprouvette renversée. Alors, lorsqu'on chauffe ici de la limaille de zinc ou bien de la poudre de zinc ici, additionnée à l'eau, les deux chauffés, il y aura un dégagement de gaz. Et le gaz va suivre le cheminement du tuyau pour arriver à la cuve à eau sur laquelle est renversée l'éprouvette. Et au sein de l'éprouvette, vous avez déjà une partie blanche ici. Et cette partie blanche montre la présence de l'hydrogène. Et comme nous l'avons dit, pour prouver encore que c'est de l'hydrogène qui s'est dégagé, on a dit qu'il faut tout simplement enlever l'éprouvette et approcher au bout de l'éprouvette un brin d'allumette allumé. Et lorsqu'on approche le brin d'allumette, il va y avoir une grande détonation. Un grand bruit va se produire. Et la détonation indique la présence physique de l'hydrogène.
Nous venons à la réduction des solutions acides. Ici, nous avons pris deux cas. Le cas des solutions d'acide chlorhydrique et d'acide sulfurique. Lorsque nous prenons ces deux acides-là, acide chlorhydrique et acide sulfurique, on a dit que le zinc réduit les solutions d'acide chlorhydrique et sulfurique à froid avec un dégagement de dihydrogène. Il se forme du chlorure de zinc et du sulfate de zinc. Et les équations qui sont là illustrent ce que nous avons dit plus haut. Alors la première équation, c'est l'action de l'acide chlorhydrique sur le zinc. HCl, qui est la formule de l'acide chlorhydrique, sur le zinc, représenté par son symbole ici, nous donne du chlorure de zinc, ZnCl2, et un dégagement d'hydrogène. En essayant d'équilibrer, on met 2 ici, comme coefficient au niveau de HCl, ça nous donne 2H ici, 2H à droite ici, ensuite 2Cl à gauche, 2Cl à droite, et on aura un Zn et un Zn aussi à droite. Cela prouve que l'équation est équilibrée. De la même manière, on a dit, l'action de l'acide sulfurique sur le zinc nous donne quoi? Nous donne du sulfate de zinc. Le ZnSO4 plus un dégagement d'hydrogène. L'équation est la suivante, H2SO4, qui est la formule de l'acide sulfurique, plus le zinc, représenté par son symbole ici, nous donne du ZnSO4 et H2. Et comme nous l'avons dit au départ ici, le zinc doit s'associer au radical SO4. Et le zinc ayant la valence 2, le radical SO4 aussi ayant la valence 2, il n'y aura pas d'échange de valence parce que les deux valences sont les mêmes. Il y a neutralisation entre les deux valences. Et c'est ce qui fait que nous obtenons seulement du ZnSO4. Ces deux équations sont illustrées par deux schémas qui sont là. Le premier schéma représente l'action de l'acide chlorhydrique sur le zinc. Et ici, vous avez tout simplement ici de la poudre de zinc qui est mise dans un tube et en haut, on a mis un peu d'eau pour permettre à la réaction de se réaliser et goutte à goutte ici, on est en train de faire tomber l'acide chlorhydrique pour permettre à l'action de l'acide de se produire sur la poudre de zinc qui est contenue dans le tube. Et enfin, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons voir que dans le tube, il y aura un dégagement ici d'hydrogène qui est montré ici par le brin d'allumette allumé et qui va faire une détonation pour dire effectivement c'est de l'hydrogène qui est en train de se dégager ici au niveau de notre éprouvette. Le même exercice est produit ici avec l'acide sulfurique sur le zinc. Encore, c'est de la poudre de zinc qui est mise dans l'éprouvette. On a mis un peu d'eau pour permettre à la réaction de se réaliser. L'acide sulfurique ici tombe goutte à goutte dans l'éprouvette pour atteindre non seulement l'eau combinée à la poudre de zinc ici, et enfin, de réaction, nous allons avoir ici tout simplement le gaz qui va se dégager. Et nous avons dit, le brin d'allumette est témoin du dégagement d'hydrogène parce que le brin d'allumette va permettre à un bruit de se dégager et ce qui va nous dire que c'est tout simplement l'hydrogène qui est en train de se dégager. Nous venons maintenant aux acides à anions oxydants ou bien aux acides oxydants. Nous avons déjà dit qu'il y a deux sortes d'acides. Nous avons ce qu'on appelle les acides non oxydants, qu'on appelle les hydracides, et les acides oxydants qu'on appelle les oxacides. Et ici, nous avons deux acides qui sont des acides oxydants. L'acide nitrique, le NH, le HNO3 plutôt, et le H2SO4. Alors, l'acide nitrique, on a dit dilué, attaque le zinc avec formation d'oxyde de zinc. Cela veut dire que lorsque l'acide nitrique attaque le zinc, il y a la formation de deux oxydes de zinc. Il y a d'abord le monoxyde de zinc ici qui est le NO et le dioxyde de zinc qui est le NO2. Cela suppose que l'équation se fait en deux étapes.
dans la première équation, vous avez non seulement l'apparition du NO, qui est le monoxyde d'azote, le nitrate d'azote, qui est le ZnNO3 deux fois, et dans la deuxième équation, vous avez le dioxyde d'azote, le nitrate d'azote et la formation de l'eau qui apparaît dans les deux équations, dans les deux situations. Le même cas se reproduit ici avec l'acide sulfurique concentré et chaud. Il y a formation non seulement du sulfate de zinc, mais il y a aussi l'apparition du dioxyde de soufre qui est reconnaissable à partir de son odeur suffocante et à partir de sa capacité de décolorer les permanganate de potassium. Et enfin, nous avons aussi l'apparition de l'eau dans notre équation. Et on a dit, lorsque la réaction est trop poussée, trop accentuée, il va même apparaître du soufre et du sulfure d'hydrogène, le H2S. Tout cela est illustré par un schéma ici. Le schéma illustre ici l'action de l'acide nitrique dilué sur la grenaille de zinc. Donc là, vous avez de la grenaille de zinc et vous avez un peu d'eau ici qui est ajoutée à la grenaille de zinc pour toujours favoriser l'équation. Et l'action de l'acide nitrique ici qui est en train de tomber goutte à goutte sur la grenaille de zinc. Et quand vous regardez en haut ici, vous avez l'apparition des vapeurs nitreuses. Les vapeurs nitreuses ne sont autres que le monoxyde, soit le monoxyde d'azote, soit le dioxyde d'azote dans les deux situations, parce que nous avons dit qu'il y a deux équations. Une équation dans laquelle il apparaît le monoxyde d'azote et une équation dans laquelle il apparaît le dioxyde d'azote. Donc voilà l'illustration de ce schéma qui montre tout ce que nous avions dit ici, en haut, plus haut ici, pour dire que dans cette réaction, dans cette action entre l'acide nitrique dilué et le zinc, il va apparaître non seulement du monoxyde d'azote, du dioxyde d'azote, du nitrate de zinc et de la vapeur d'eau. Et que le même cas se produit aussi au niveau de l'acide sulfurique concentré avec le zinc, où nous aurons du sulfate de zinc, nous aurons du dioxyde de soufre qui est reconnaissable à partir de son odeur suffocante et aussi à partir de son caractère de décoloré de permanganate de potassium, et il y aura toujours apparition de la vapeur d'eau. Et nous avons dit que lorsque la réaction est trop accentuée, nous allons obtenir du soufre et même du sulfure d'hydrogène. Réduction des solutions basiques. Ici, nous avons pris l'action de la soude, le NaOH, sur le zinc. En chauffant un mélange de soude caustique, NaOH, et du zinc, il va se dégager du dihydrogène et on obtient du zincate de sodium. Et le zincate de sodium a pour formule le Na2ZnO2, qui est un solide. Cette partie est illustrée par l'équation Zn plus NaOH nous donne Na2ZnO2 plus un dégagement d'hydrogène. Cela signifie que les bases ont aussi une action sur le zinc. Et tout cela est illustré par un petit schéma ici. Nous avons tout simplement une éprouvette dans laquelle nous avons mis de la grenaille de zinc accompagnée par de la soude, et le tout est chauffé à partir d'un foyer à gaz ici. Et qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons qu'à l'ouverture de l'éprouvette, il y a un dégagement d'hydrogène. Et cela est toujours magnifié par la présence du brin d'allumette ici, qui est allumé, approché à l'ouverture, et il y aura une détonation qui prouve tout simplement que, en fin de réaction, nous aurons non seulement du zincate de sodium, mais nous aurons aussi un dégagement d'hydrogène. Usage du zinc. Comment le zinc est utilisé dans la vie courante? Nous avons déjà dit que le zinc est inaltérable. Il ne peut pas être attaqué par l'eau parce qu'il est couvert par une couche imperméable d'hydrocarbonate de zinc. Donc, à cause de cette inaltérabilité par l'eau, le zinc laminé, le zinc travaillé,
sert sous forme de feuilles minces pour la couverture des habitats, des habitations. La fabrication des gouttières et le zinc est utilisé aussi, nous avons dit, pour protéger certains métaux tels que le fer. Et là, nous avons dit qu'on parle de fer galvanisé. En dernier lieu, nous allons voir ce qu'on appelle les alliages de zinc. En chimie, souvent, vous avez un ensemble de métaux qui se trouvent mélangés, combinés ensemble. Et c'est cette combinaison qu'on appelle alliage. Et avec le cuivre, nous avons 3 alliages. Le premier alliage, c'est le laiton. Et le laiton est un ensemble, est une combinaison de cuivre et de zinc. Après le laiton, nous avons ce qu'on appelle le maillet short. Il est aussi une association de cuivre, de nickel et de zinc. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle le zamac, qui est aussi un alliage de zinc, qui est aussi une combinaison ou une association de zinc, ensuite d'aluminium, de cuivre et de magnésium. Mes chers élèves, mes chers parents, voilà ce que nous avons pu, au cours de cette séance de cours à distance, vous produire. Et nous pensons que tout ce que nous avons dit, vous l'avez écouté avec attention, parce que vous apportez de l'importance à tout ce qui se fait, parce que ces cours sont dispensés à votre endroit. Merci aux téléspectateurs, merci aux élèves qui sont en train de nous suivre, et merci bien aux chers parents.